35 bougies, un nouveau siège et une rentrée solennelle pour le barreau togolais. Telle est la journée bien remplie des avocats du pays ce mercredi. 35 ans après, ils améliorent leurs conditions de travail toujours pour être au service des justiciables. Promouvoir l'éducation des femmes et des filles en milieu rural. Tel sera le thème de la journée internationale de la femme rurale demain 15 octobre. Une autre tribune offerte pour penser à l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine de ce milieu souvent marginalisé. Et après le drame de la Mecque cette année, c'est avec soulagement et joie que les familles ont retrouvé ce mercredi leurs parents allaient accomplir le 5e pilier de l'islam. Une première vague de 267 pèlerins a foulé le sol togolais ce jour. C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la direction du chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe. Et dans le courant de cette édition, vous suivrez l'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication. Triple cérémonie ce matin pour les avocats du Togo. Rentrée solennelle du barreau qui souffle cette année sa 35e bougie dans une nouvelle bâtisse. Autant d'événements pour insister sur le rôle prépondérant des avocats pour garantir un accès équitable des populations à la justice. Des précisions avec Luc Assis et Rachel Aoko. L'accès à la justice, un droit pour tous. Mais cela induit parfois des coûts que la plupart des justiciables n'arrivent pas à supporter. C'est pourquoi on parle souvent de l'aide juridictionnelle, un fonds qui doit permettre aux populations vulnérables d'avoir accès à une justice équitable. L'Ordre des avocats du Togo, à l'occasion de ses 35 ans, veut donc faire comprendre et situer le rôle des principaux acteurs dans la mise en place de ce dispositif. Nous sommes des acteurs de justice. Nous sommes des acteurs de l'accès au droit. Si les citoyens viennent à nous, nous les assistons, nous les défendons, nous les conseillons, mais c'est à l'État de mettre les moyens à leur disposition. Cela ne nous empêche pas de faire beaucoup de social. En 35 ans, l'Ordre des avocats du Togo a également mené diverses actions pour l'amélioration du statut de l'avocat au sein de l'UEMOA. L'accès à la profession, aujourd'hui, il faut avoir l'ancienne maîtrise 4 ans ou le master pour pouvoir accéder. Après un stage fixé désormais à 3 ans au lieu de 2. Ensuite, pouvaient être inscrits directement au tableau les magistrats qui ont fait 2 ans de service effectif. Aujourd'hui, c'est porté à 10 ans. Et pour les professeurs d'université, il faut qu'ils soient professeurs, enseignants de droit et qu'ils soient agrégés pour qu'ils soient admis directement. Autre nouveauté de ces 35 ans du barreau du Togo, c'est l'inauguration de la Maison de l'Ordre des avocats du Togo. Le ministre de la Justice, Pius Agbetome, a salué l'effort quotidien des avocats dans la réussite du processus de modernisation de l'appareil judiciaire. Après la validation du document cadre de la planification les 28 et 30 octobre 2014, le ministère en charge de la planification et du développement en partenariat avec le PNUD se définit un nouveau concept. Il s'agit du glossaire de la planification. C'est un document d'harmonisation en vue de faciliter la compréhension des notions telles que la planification, la programmation, la budgétisation, le suivi et les évaluations. Gérard Lagoudou et Edem Sousoukpo ont parcouru le nouveau document. Voici ce qu'il contient. L'absence de planification et le manque d'appropriation des termes usuels en la matière impliquent une limitation des capacités nationales dans la gestion des programmes et projets de développement. Nécessité donc d'harmoniser sur le plan national la compréhension par les différents acteurs de développement des termes et concepts utilisés sur la chaîne de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation, d'où l'élaboration d'un glossaire. Des échanges sur ce document vont permettre d'obtenir un glossaire accessible aux différents acteurs. Ce glossaire également définit le vocabulaire des termes dans le domaine de la planification. Et on a essayé de définir ces concepts-là pour harmoniser la compréhension de ces termes-là au niveau national. L'élaboration de ce glossaire
est l'une des recommandations du Forum national sur la planification qui a abouti à la validation du document cadre du système national de planification. Ce glossaire comporte 460 concepts et termes bien définis dans les domaines de la prospective, de la planification, de la programmation, de la budgétisation, de l'exécution et du suivi-évaluation. Les experts en charge de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entre les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sont en conclave depuis ce matin à Lomé. La rencontre a pour objectif de définir un cadre institutionnel et les structures devant régir cet accord. Et l'accord, justement, vise à promouvoir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest d'une part et l'intégration des économies ouest-africaines dans un système d'échange international d'autre part. Des précisions avec Augustin Kossi et Pierre Soussoupo. Pour promouvoir le secteur commercial et le développement, les pays de l'espace CEDEAO ont estimé qu'il était important de nouer un partenariat économique avec l'Union européenne. L'acte constitutif a été avalisé pour signature lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juillet 2014 à Abuja. 13 pays sur 16 ont déjà signé cet accord qui comprend 2 volets, le libre-échange des produits et le financement des programmes de développement par l'Union européenne. Mais avant son opérationnalisation, directeurs généraux du commerce, conseillers en politique commerciale et représentants des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA sont appelés à Lomé à créer le cadre institutionnel et définir les rôles. Nous sommes là pour préparer, anticiper un peu sur la mise en œuvre de l'accord. Et donc c'est un peu le cadre institutionnel qui comporte une partie interne à nous. Comment allons-nous nous organiser en interne en tant que région pour gérer, pour profiter de cet accord? Comment nous allons défendre nos intérêts? Et une partie conjointe, nous et les Européens, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Quelles sont les actions de suivi, de contrôle, d'arbitrage que nous devons entreprendre ensemble? Au Togo, divers projets ont été déjà mis en œuvre dans le programme éducatif national sur financement de l'Union européenne. Bien d'autres sont encore en cours de réalisation. Nous avons certains projets qui sont financés par l'Union européenne avec le programme éducatif national, le PIN. Et même cette année, ce PIN a été déjà adopté et il y a un certain nombre de projets à caractère national. Mais les projets à caractère sous-régional d'intégration sont ces projets-là qui sont contenus dans notre document PAPED 2015-2019. Ces projets sont dans les domaines du secteur agricole, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la gouvernance également. Il est rendu de cette rencontre des conclusions qui vont servir de guide pour l'organisation des discussions entre l'Union européenne et les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Avant son exécution, cet accord de partenariat économique devra être ratifié par les 2/3 des parlements nationaux des pays signataires et le Parlement européen. Économie et encore, la gestion budgétaire est le thème retenu pour le mercredi de l'entrepreneur de ce mois d'octobre. Ce matin, les chefs d'entreprise ont maîtrisé les outils nécessaires pour préparer, contrôler et gérer leur budget pour une meilleure santé de leur société. Dodo Waré, Robert Potogbe, Rachel Aoukou pour le compte rendu. Ils sont nombreux, chefs d'entreprise et opérateurs économiques, à être confrontés au montage budgétaire. Ils pêchent parfois par manque d'outils adaptés pour faciliter sa mise en œuvre et surtout son élaboration. La rencontre de ce jour va définir de nouvelles orientations pour ainsi relever ce défi budgétaire. Dans le cadre de la gestion des entreprises, un des aspects importants pour permettre aux entrepreneurs de se prendre en charge et de bien prendre en charge leur entreprise, c'est la planification. Et dans la planification, il y a l'aspect budgétaire qui occupe une place importante. Nous avons souhaité donc aujourd'hui, dans la formation que nous envisageons de donner aux opérateurs économiques, leur
montrer un peu l'importance de cette planification budgétaire. Particuliers, promoteurs d'entreprises et jeunes entrepreneurs vont donc s'imprégner des fondamentaux de la gestion d'un budget. Nous allons développer au cours de cette formation les aspects suivants. Quels sont les préalables pour pouvoir faire un budget équilibré? Ensuite, les outils à mettre en œuvre. Comment faire les calculs pour que le budget puisse permettre de rendre compte fidèlement de la réalité présente, mais surtout de la réalité future de l'entreprise. La formation va permettre également de leur montrer comment analyser le budget et notamment les écarts qu'il peut y avoir entre les prévisions et les réalisations. La formation est assurée par la société HC chargée de coaching et de professionnalisation des entreprises togolaises. Mercredi de l'entrepreneur est initié depuis 2013 par l'ANPGF pour soutenir et promouvoir les entreprises au Togo. Nous vous avions évoqué le cas de la plage de la mairie de la ville d'Anéro, dévastée par un raz de marée le 30 septembre dernier. Eh bien, la situation a suscité l'intérêt de la Banque mondiale, dont la représentante résidente est constatée avec le ministre en charge de l'Environnement l'étendue des dégâts pour envisager de possibles réparations. Pierre Sussupo. La mer râpe inexorablement le littoral togolais. Mètre par mètre, elle avance, rendant les habitations plus vulnérables. La menace est réelle et le sinistre induit par le raz de marée des 29 et 30 septembre dernier sur la côte d'Anéro en est une illustration. La Banque mondiale, présente sur le terrain à travers son assistance technique sur le réseau côtier, s'est rendue sur les lieux. Il était question de mesurer avec le ministère de l'Environnement l'ampleur du phénomène et d'envisager des solutions urgentes, plus soutenables et plus durables. La problématique est assez grave parce que la côte est très profonde dans l'eau, c'est-à-dire, et donc pour trouver des solutions durables, en fait ça va demander, je pense, une très bonne étude pour comprendre exactement comment s'y mettre, mais aussi un suivi continu pour gérer en fait même les solutions qu'on peut apporter. C'est clair que c'est une situation qui devient assez sérieuse pour le pays. Situation assez sérieuse et qui nécessite une réponse au-delà de l'assistance technique de l'institution mondiale, puisque des efforts jusque-là semblent être anéantis par la force de Dame Nature. À la plage de l'Egbanou, nous avons vu que tout ce qui a été fait comme travaux avant, c'est-à-dire les digues, les épis qu'on a mis dans la mer a contourné ces épis et a avancé d'un seul coup. En une nuit, nous avons vu l'eau à nos portes. Une action va être déclenchée pour nous permettre de sauver Anéro. Ce n'est pas un défi qui peut être relevé par un pays tout seul. Les discussions sont sur la table et je pense, si je ne traque pas sa pensée, que dans le couloir quand même de la COP21, des solutions, comme elle dit, durables vont être trouvées pour essayer de régler ce problème. Et donc je la remercie très sincèrement. La Banque mondiale qui vraiment a voulu montrer sa bonne volonté à nous accompagner toujours et partout. Toutes les perturbations climatiques mises bout à bout, selon la Banque mondiale, pourraient faire chuter les prises de poissons de 30 à 40% dans moins de 30 ans. Si des réponses urgentes ne sont pas trouvées, beaucoup de pirogues devront amarrer comme celle-ci et ne pourront peut-être plus jamais aller au large. Je vous l'annonçais en début d'édition, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République sous la direction du chef de l'État. L'essentiel du Conseil avec le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo. Du Conseil des ministres du 14 octobre 2015. Le président de la République, son Excellence M. Faure Esozina Nyasingbe, a dirigé ce jour, 14 octobre 2015, les travaux du Conseil des ministres qui se sont déroulés au palais de la présidence de la République. Ce Conseil des ministres a adopté 2 projets de loi, a examiné un décret et a écouté 3 communications. Le premier texte adopté par le Conseil des ministres est un projet de loi organique modifiant la loi organique du 9 juin 1987
portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Conformément à son mandat initial, la CNDH a pour mission essentielle de mener des enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme dans le but d'aider le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la protection et à la promotion des droits humains. Parallèlement à la création de la CNDH, le gouvernement a signé divers traités internationaux qui nécessitent aujourd'hui une adaptation de la législation nationale en vue d'une meilleure protection des droits humains. C'est le cas notamment du protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que notre pays a ratifié depuis le 20 juillet 2010 et dont la mise en œuvre nécessite la création d'un mécanisme de prévention spécifique à ce type de violation des droits humains. La CNDH ayant été investie de la responsabilité d'abriter le mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, il était devenu indispensable de revoir sa composition et son mode de fonctionnement. Le projet de loi organique que le Conseil des ministres vient d'adopter permettra ainsi à la CNDH d'être plus opérationnelle en matière de protection et de promotion des droits humains, et en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la torture. Le deuxième projet de loi examiné et adopté par le Conseil des ministres porte statut de l'artiste en République togolaise. Ce texte vise à doter notre pays d'un cadre législatif qui lui permettra de valoriser tout le potentiel artistique et culturel national. L'objectif du gouvernement est d'en faire un facteur de renforcement de l'identité et de la cohésion nationale, mais aussi un outil de développement économique et social pour la création d'emplois et les activités génératrices de revenus. Le présent projet de loi s'inscrit dans le droit fil de la politique culturelle du gouvernement qui entend mieux encadrer les professions artistiques en créant les conditions propices à l'épanouissement des artistes, à leur protection et à une meilleure prise en compte de leur contribution au développement de notre pays. Au titre des décrets, le Conseil a examiné en première lecture le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, HAUQ, et des structures techniques de la qualité. S'agissant des communications, le Conseil a suivi un premier exposé relatif au mois du civisme au Togo, édition 2015. Lancé en octobre 2014, la première édition du mois du civisme a suscité un réel engouement et a souligné la nécessité de poursuivre cette initiative pour renforcer l'esprit civique et à asseoir durablement une culture de la citoyenneté dans notre pays. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique se propose à cet effet de renouveler l'expérience de l'an dernier en organisant la deuxième édition du mois du civisme au Togo dans le courant du mois de novembre 2015. Le Conseil a instruit le ministre afin qu'un comité interministériel réfléchisse sur les actions à mener et qui aillent au-delà du mois du civisme et de la citoyenneté, car l'éducation civique et citoyenne est un acte de chaque jour qui doit permettre le mieux vivre ensemble, le renforcement de la démocratie et l'édification d'une nation forte, unie et prospère. La deuxième communication présentée au Conseil des ministres a été consacrée à la situation des immatriculations des navires sous pavillon togolais. Il faut rappeler qu'à l'occasion de la deuxième réunion annuelle du Haut Conseil pour la mer, le président de la République avait recommandé aux différents acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer d'établir un rapport circonstancié sur la situation des immatriculations des navires sous pavillon togolais. Les démarches engagées depuis lors ont permis de relever que la Société International Registration Bureau, basée en Grèce, a pu immatriculer à ce jour et à la demande du gouvernement 541 navires sous pavillon togolais. Malheureusement, les violations répétées des règles de la navigation maritime par certains navires sous pavillon togolais poussent aujourd'hui le gouvernement à envisager des mesures afin d'assainir ce secteur. 144 navires ont d'ores et déjà été radiés du pavillon togolais. Ainsi, le gouvernement étudie de nouvelles mesures de délivrance des certificats des navires battant pavillon togolais. La troisième communication écoutée par le Conseil a porté sur la rentrée scolaire 2015-2016. Dans le souci d'assurer une rentrée scolaire apaisée et sereine, le gouvernement a engagé, dès juillet 2015, des contacts et des discussions
avec des partenaires du système éducatif, en particulier les fédérations des syndicats d'enseignants. Ces échanges ont permis d'aborder certaines préoccupations et doléances, en particulier le paiement des primes de rentrée de bibliothèques, ainsi que la situation des enseignants recrutés en 2013 et dont les dossiers sont en cours de traitement par le ministère chargé de la fonction publique. Les conclusions de cette rencontre ont eu le mérite de favoriser une rentrée scolaire 2015-2016 dans un climat apaisé. Faisant suite à cette discussion, une délégation gouvernementale comprenant les ministres chargés de la fonction publique, des enseignements primaires et secondaires, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que du budget a tenu le jeudi 8 octobre 2015 une réunion d'échange avec les fédérations des syndicats d'enseignants. À cette occasion, le gouvernement a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de la rentrée scolaire et a fait part des dispositions particulières qui ont été prises pour assurer le déblocage et le paiement des primes de rentrée de bibliothèque à partir de ce 15 octobre. 3 mois d'avance sur solde seront également payés très prochainement pour les enseignants recrutés à l'issue du concours de 2013 et dont les dossiers de régularisation sont en cours de traitement. Le gouvernement s'est par ailleurs engagé à entreprendre par le dialogue et la concertation avec les fédérations et organisations syndicales des réflexions plus approfondies en vue de régler de manière durable les autres préoccupations et revendications en suspens. Le gouvernement tient enfin à rassurer toute la communauté éducative de son ferme engagement et de sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour que l'année scolaire 2015-2016 se déroule dans la sérénité et la quiétude. Fait à Lomé ce 14 octobre 2015, le Conseil des ministres. La suite de cette édition à présent, demain 15 octobre, la communauté internationale planchera sur la situation de la femme rurale. Si l'on célèbre la femme en général, celle en milieu rural est toujours marginalisée. Raison de cette occasion pour penser à son épanouissement en tenant compte de ses réalités. Le cas du Togo avec Sonia Amenikbo et Antoinette Romao. On va voir. Les femmes rurales sont les piliers de la réalisation des profonds changements économiques, environnementaux et sociaux nécessaires au développement durable. Mais l'accès limité au crédit, aux soins de santé et à l'éducation constitue une entrave à leur épanouissement, situation aggravée par les crises économiques et alimentaires mondiales. C'est pourquoi le thème national promouvoir l'éducation des femmes et des filles en milieu rural revêt une importance cruciale pour éradiquer l'analphabétisme et la pauvreté. L'éducation des femmes et des filles en milieu rural, au-delà d'être un simple droit, est une occasion de se fortifier et de se réaliser pour les unes et une opportunité de se former et d'être accomplie pour les autres, afin d'apporter une pleine participation au développement de leur communauté et à l'émergence souhaitée de notre pays. Nombreuses sont les actions menées au Togo pour venir en aide à ces femmes battantes dans l'objectif de réduire au maximum la précarité dans laquelle elles croupissent afin de renforcer leur potentiel économique. Conscient de cette réalité, plusieurs actions phares ont été engagées par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires, de la société civile, des communautés, des femmes et des filles elles-mêmes pour accroître leur potentiel éducatif et de formation et par extension leur autonomisation. L'accès à l'éducation des filles et des femmes est un instrument puissant dans la lutte contre la pauvreté. Les femmes rurales jouent un rôle essentiel et incontournable dans les économies rurales des pays en voie de développement. Dans la plupart d'entre eux, elles participent à la production agricole, fournissent la nourriture, l'eau et le combustible pour le foyer. De plus, elles sont en première ligne pour assurer des fonctions vitales comme l'éducation des enfants. Et c'est la ministre en charge de l'action sociale qui a également réceptionné hier des kits scolaires à l'Agence de solidarité nationale. Et c'est un geste du leader de la téléphonie mobile au Togo
Togo cellulaire, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Opération Rentrée scolaire, lancé depuis quelques semaines avant la rentrée scolaire par ce département ministériel. Le compte rendu avec Sonia Aminikbo et Ramdan Bassina. Le leader de la téléphonie mobile Togo cellulaire poursuit ses actions humanitaires et caritatives à l'endroit des couches défavorisées pour cette rentrée scolaire. Cette fois-ci, c'est l'Agence de solidarité nationale qui a bénéficié de dons composés de kits scolaires et de vivres. Tous les ans, le ministère fait appel à de bonnes volontés. Togo cellulaire, en répondant à cet appel, n'est qu'un devoir rempli. Nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour parcourir toutes les préfectures à l'intérieur du pays pour aller toucher des organisations, des ONG qui sont spécialisées dans ce domaine de soutien, d'apport inestimable aux couches défavorisées. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Opération Rentrée solidaire initié par le ministère de l'Action sociale. Les enfants ne sont pas pris au hasard pour leur apporter les kits scolaires. Parce que pour nous, notre défi, c'est d'apporter le maximum de soutien aux enfants vulnérables. Les périodes de la rentrée scolaire sont souvent les moments de grande préoccupation pour les parents. Et de telles actions ne sont que de grands soulagements. Des gestes fortement appréciés par la ministre en charge de l'action sociale. C'est un appui qui vient nous aider à combler le gap. Aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes très contents d'avoir reçu ce don parce que cela va nous permettre d'élargir le nombre de bénéficiaires. L'opération Rentrée solidaire a démarré en septembre dernier. Elle a permis de distribuer 8 261 kits scolaires contre les besoins réels estimés à 18 848 kits. Cette action de Togo cellulaire contribuera à atteindre bon nombre d'enfants qui sont dans l'attente. Et ce communiqué pour poursuivre cette édition dans le cadre du volet stage d'excellence du programme Vacances utiles et citoyennes, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a négocié et obtenu auprès d'une entreprise de la place 175 postes de stage bénévoles dans divers domaines. À cet effet, la ministre informe les jeunes diplômés des années académiques 2013, 2014 et 2014-2015 désireux de bénéficier de ces stages de se mettre en rapport avec la direction de l'emploi des jeunes. C'est dans la cité OUA en face du ministère de la Défense, au plus tard le vendredi 16 octobre 2015 à 17h. Pour toute information complémentaire, contactez le 92 38 45 et 80. Se munir des pièces suivantes: une copie de l'acte de naissance, une copie du certificat de nationalité, un curriculum vitae, une copie du diplôme ou de l'attestation de fin de formation. Les postes de stage disponibles sont à consulter dans le quotidien et Togo Presse. L'actualité hors du Togo est marquée ce mercredi par ce deuil du côté du Bénin. L'ancien président Mathieu Kérékou est décédé ce mercredi à l'âge de 82 ans. Et le chef d'État actuel, Yahi Boni, a décrété un deuil national d'une semaine. En Guinée, les premiers résultats de la présidentielle n'ont pas encore été publiés, mais des tensions s'expriment déjà. 7 candidats de l'opposition demandent l'annulation du scrutin. Leurs partisans ont manifesté hier mardi, ce qui a donné lieu à quelques affrontements avec les forces de l'ordre. Et toujours dans l'actualité électorale, notez qu'au Burkina Faso, une date a été trouvée pour la présidentielle et les législatives. Il s'agit du 29 novembre prochain. Une information révélée par 2 candidats est confirmée ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. En page nationale, un ouvrage collectif sur le thème d'ethnicité, crise sociopolitique et réconciliation nationale au Togo est en cours d'élaboration. Le projet a été lancé officiellement ce matin du côté de l'Université de Lomé et c'est une initiative du Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation pour ainsi contribuer au processus de réconciliation en cours dans notre pays. Le compte rendu avec Sonia Aminikbo et Esther Laclé.
L'instrumentalisation de la notion d'ethnicité, la crise de confiance entre les citoyens due aux événements sociopolitiques qu'a connu le Togo, ce sont là quelques raisons qui ont sous-tendu l'élaboration d'un ouvrage collectif assorti de recommandations sur le thème ethnicité, crise sociopolitique et processus de réconciliation nationale au Togo. Il est question de renforcer ce processus de réconciliation en cours au Togo. Le projet est donc présenté ici aux différents acteurs impliqués dans le processus. À l'heure où le Togo activement met les moyens pour assurer ou pour œuvrer à la cohésion sociale, à l'unité nationale, il était important que les universitaires apportent un regard scientifique, un regard critique sur ce phénomène, ce problème, notamment sur les composantes de la communauté, mais également sur les différents conflits qui minent la société, voir les causes et surtout réfléchir aux solutions, aux approches de solutions, en regardant les bonnes pratiques qui ont permis par exemple la gestion de ces crises-là, pour proposer des modèles devant nous aider à améliorer notre vivre ensemble, à construire la nation togolaise. L'initiative a reçu l'appui de plusieurs institutions, dont le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN. L'ouvrage qui va sortir bientôt vient en quelque sorte en appui au travail qui est confié au Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, qui est justement l'organe mis en place par l'État, par le gouvernement, pour essayer de stimuler ou d'apporter un plus au processus de réconciliation qui a été, n'est-ce pas, relancé depuis 2005 par le chef de l'État. Cet ouvrage collectif qui apparaît comme un devoir de mémoire nécessite l'apport des universitaires et des personnes ressources de tous bords. Comme pour dire, les diversités ethniques et linguistiques, loin de diviser les citoyens d'une même nation, constituer une source de richesse socioculturelle pour son développement. Et je vous l'annonçais dans les titres passés, l'angoisse et l'attente, c'est avec soulagement que les familles des pèlerins togolais ont accueilli leurs parents partis accomplir le 5e pilier de l'islam. Un pèlerinage endeuillé cette année suite à la bousculade meurtrière. Et c'est une première vague de 267 pèlerins qui est arrivée donc ce mercredi à l'aéroport international Gnazingbe et Yadema. L'ambiance des retrouvailles avec Clarisse Atiklé. À bord de ce vol Ethiopian Airlines, 267 pèlerins musulmans de retour au Togo après environ 30 jours de recueillement sur la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Les pèlerins expriment ici leur satisfaction pour avoir accompli le 5e pilier de l'islam. On a fait la prière. Ce sont des moments d'intense prière où ils se sont davantage rapprochés d'Allah le très miséricordieux, renforçant ainsi leur foi. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir épargné nos pèlerins, parce que nos pèlerins n'étaient pas sur le lieu des armes qui a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de victimes pour les autres pays. Nous déplorons quand même cette victime qui sont morts de leur fatigue, de leur maladie. Donc eux là, ils ne sont pas atteints par les accidents. Donc nous regrettons également quand ils disparus, qu'on ne retrouve pas, mais qu'on est en train de rechercher. Là, nous rendons grâce à Allah et nous remercions le chef de l'État qui a mis tout pour faciliter ce Hajj. Les autorités togolaises soutiennent chaque année le Hajj et le ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et son collègue de la sécurité et de la protection civile qui ont fait le déplacement de l'aéroport international Gnazingbe et Yadema se félicitent du bon déroulement du Hajj 2015. Ils rendent grâce à Dieu qu'aucun compatriote togolais n'ait trouvé la mort dans la bousculade qui a fait de nombreuses victimes durant ce Hajj lors du rituel de lapidation de Satan. Ce Hajj 2015 s'est bien passé pour le Togo.
Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Nous reviendrons donc plus en détail et dans de bonnes conditions sur ce retour des pèlerins du Hajj 2015 dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué de la CET pour finir, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que son fournisseur, la communauté électrique du Bénin CEB, a programmé le vendredi 16 et le samedi 17 octobre 2015 de 8h à 16h des travaux de maintenance sur ces ouvrages électriques. À cet effet, la fourniture du courant électrique connaîtra des perturbations à Anéro, Enfoin, Vaughan, Akumape, Haotoé, Pomé, Togoville, Fiata, John de Kondi, Ganave, Fiokondi, Aklakou, AVV, Atoeta, Zalive, Zoula, Agbanakin et Djeta pendant les travaux. La CET recommande que les appareils soient débranchés et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des zones concernées par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.